Voilà, la toute première conférence de la journée, professeur Abdelhakim Boudendouna, qui est professeur à la faculté de pharmacie d'Alger, les formes galéniques innovantes, évolution de 1950 à 2022 et perspective à l'horizon 2050. Tfadal, professeur. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, je suis très content d'être parmi vous à Chlef. Enfin, c'est pas la première fois que je viens à Chlef, mais c'est la première fois que je viens dans le premier salon de Chlef et c'est vraiment un plaisir. Et quand mon ami Nejari m'a demandé de préparer quelque chose sur l'évolution de la galénique, donc on a directement fait ce thème qu'on a déjà initié dans une journée de la FAP et je voulais le compléter, un peu le présenter avec vous. On avait prévu un peu plus de temps, mais vu le rétrécissement de temps, donc je vais essayer un peu d'être rapide, mais je reste disponible après pour s'il y a éventuellement des questions. Donc, ce qu'il faut dire que jusqu'à la fin des années 50, pour un médicament, le plus important était la substance active. Et l'activité était reliée directement à la dose. Ça veut dire que si on donnait 500 mg, ça donne une activité. Si on varie la dose, ça peut avoir une influence sur l'activité. Les formes galéniques étaient considérées comme une simple présentation. C'est-à-dire que c'est juste pour transporter ou présenter le médicament et qui n'avait aucun rôle. C'était juste là. On a beaucoup étudié et inventé de nouvelles munitions qui sont les principes actifs, sans avoir amélioré l'armement, qui est la forme galénique. Bon, un peu d'histoire pour comprendre un peu. Donc, c'était d'abord en 1921, il y avait la découverte de l'insuline et sa commercialisation en 1922 par les laboratoires Eli Lilly. Et juste après, il y avait un échec commercial parce que l'insuline elle avait une durée de vie plasmatique très courte et donc il y avait des inefficacités. Et donc, et rapidement, on a commencé à essayer de trouver des solutions. Et en 1930, il y avait l'élaboration d'une suspension injectable à libération prolongée d'insuline protamine zinc. C'est pour dire que l'ancêtre des systèmes de délivrance des médicaments qui a poussé leur développement, c'est l'insuline. Parce qu'on était obligé de chercher comment prolonger et améliorer la présentation. En 1953, il y avait le développement par Campbell des matrices à libération prolongée qui permettaient de libérer le principe actif sur 8 heures. Après 1960, il y avait le J.J. Wagner. Wagner, on connaît parce que dans les cours, on parle toujours du schéma de Wagner. C'est lui qui a développé la biopharmacie et qui, en faisant passer une revue sur les différentes formes pharmaceutiques et leur devenir dans l'organisme. Donc J.J. Wagner, et il a permis le développement de l'étude de la nature des facteurs qui pouvant influencer la mise à disposition de l'organisme de la substance active. C'est ce qui a poussé le développement biopharmaceutique. Les développements biopharmaceutiques sont les bases actuelles du développement du médicament. En 1964, il y a eu une publication de G. Folkman qui a fait une première proposition d'implant à libération contrôlée d'ordre 0. C'est-à-dire on passait de la libération prolongée à une libération plus ou moins contrôlée. Et en 1968, il y a eu la création de la première société, Alza Corporation, qui vient de Alejandro Alex Zaffaroni, puisqu'après toutes les recherches qui ont commencé à parler des systèmes de délivrance des médicaments, et donc on a créé une société qui ne fait pas de la recherche sur les principes actifs, la découverte de nouveaux principes actifs, mais dont la mission essentielle, c'est le développement des formes galéniques, des systèmes de délivrance des médicaments, qui a introduit la notion de système thérapeutique, inventé de nouveaux médicaments
sans inventer de nouvelles molécules. Et donc, et après, on a vu de nouveaux médicaments qui sont innovants. Donc, l'innovation était essentiellement basée sur le développement de la présentation du médicament. En 1970, les premières sociétés qui ont suivi des chemins différents, donc on a Alza et Elan. Alza qui était spécialisé dans le développement des formes galéniques innovantes et Elan sur le développement des formes à libération prolongée. Les années 80, il faut dire qu'il y avait moins de 10 sociétés spécialisées dans le développement des systèmes de délivrance des médicaments. Les années 2000, il y en a eu environ 300 sociétés spécialisées dans le développement et on voit l'évolution qui a eu lieu dans ce domaine. Un slide que j'ai tiré d'une publication de 2022 qui montre un peu l'évolution des formes galéniques depuis 50 à 2000 et on voit qu'il y a eu beaucoup de systèmes depuis le Campbell, après Spansol, après le système osmotique, les systèmes Ocucert. Et donc, il y a eu beaucoup de développement de formes galéniques. Et on a introduit la notion de système de délivrance de médicaments. Pour comprendre un peu cela, il faut dire que le médicament, pour qu'il soit actif, donc la présentation pharmaceutique qui sera administrée, elle doit libérer d'abord le principe actif qui est dans une forme pharmaceutique, et donc il y ait absorption, distribution et élimination. Donc les systèmes de développement des médicaments, si on veut développer des systèmes à libération contrôlée, donc on va contrôler l'absorption. Et cela par le développement des formes à libération contrôlée. Et un peu plus tard, on a voulu contrôler, parce qu'on contrôle l'absorption, mais le médicament, une fois dans le sang, il va suivre son destin. Dans une deuxième, on a essayé de contrôler la distribution, et cela par la vectorisation des médicaments. Et donc, comment contrôler la distribution après, au niveau de la distribution, pour que le principe actif va directement vers la cible. Ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas contrôler l'élimination, parce que si on va essayer de modifier l'élimination, ça risque d'engendrer des étapes pathologiques qui n'est pas intéressant pour le malade. Donc la modulation de l'absorption, son principe, c'est la diminution de la vitesse de mise à disposition de l'organisme receveur du principe actif, qui sera le processus limitant, c'est-à-dire on va limiter l'absorption en la contrôlant. Et pour cela, on a eu à développer des formes à libération prolongées comme les comprimés pelliculés et matriciels, et les formes à libération programmées comme le Oros et le Transderm. Et donc, il y a eu, selon les différentes pharmacopées, il y a eu une évolution depuis les libérations immédiates, libérations retardées, libérations échelonnées ou répétées, jusqu'à la libération prolongée et enfin, un peu plus ou moins contrôlée. Donc, selon les pharmacopées, on avait classé les formes selon différents types de libération accélérée, libération différée, libération ralentie. Et dans la libération ralentie, on a la libération répétée ou échelonnée et la libération prolongée, qui au début étaient essentiellement des matrices. C'est-à-dire qu'ils vont retenir le principe actif dans la forme et ils vont le libérer progressivement. Et on avait les différentes matrices, classiquement trois types, les matrices inertes qui assurent une libération par une structure poreuse, et donc le liquide plasmatique, il va pénétrer dans la structure poreuse, il va dissoudre le principe actif, et après le principe actif, il va être libéré par diffusion. Et puis, juste après, on a développé les matrices hydrophiles, qui sont basées sur les polymères hydrophiles qui gonflent. Et donc, une fois dans les milieux, dans le liquide digestif ou dans les milieux liquides, la matrice, elle va absorber les liquides et elle va gonfler pour libérer le principe actif. Et on a un schéma d'un comprimé sec et un comprimé après avoir passé
4 heures à 6 heures dans le milieu de dissolution. Donc, il augmente de volume en gonflant avec une photo réelle des deux comprimés et qui est retiré du milieu de dissolution pour montrer comment il a grandi. Et la libération, après, elle se fait par diffusion. Après, il y a les matrices irrodables, dont la libération se fait par érosion. Pour les matrices, l'avenir et le développement des matrices minérales injectables. Enfin, les matrices minérales, c'était c'est-à-dire le début de développement des matrices. Mais après, ils ont été laissés tomber parce que les excipients ne sont pas... c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une régularité dans la libération. C'était très difficile. Mais après, actuellement, il y a beaucoup de développement sur les matrices minérales injectables qui sont formulées pour une libération de longue durée, de 6 mois et plus. Et c'est ça l'avenir du développement des formes galéniques du futur, c'est-à-dire jusqu'aux années 50, c'est comment développer des formes à libération prolongées sur une longue durée pour essayer de reconforter les malades qui ont des traitements chroniques. Et de là, on a défini les DDS, Drug Delivery System, ou SDM, système de délivrance des médicaments. Donc, qui sont des systèmes médicamenteux chargés d'une quantité connue de principes actifs et conçus pour la libérer pendant une période donnée, selon une cinétique prévue à l'avance. Le système thérapeutique est composé de 4 éléments, un réservoir du principe actif, une source d'énergie, un élément de contrôle et une aire de libération. Ce qui fait la différence entre un système de délivrance de médicaments et une forme conventionnelle, c'est l'élément de contrôle. C'est-à-dire, dans la première, il n'y a pas de contrôle. Dans la seconde, il y a un contrôle qui est relié, bon, si on veut être encore plus innovant, par un programme qui régit le fonctionnement du système de délivrance du médicament. Il faut dire que depuis 30 à 50 ans, il y a eu beaucoup de travaux sur les systèmes, surtout avec les systèmes de programmes de libération, mais dont les modèles ont été développés, mais qui n'ont jamais vu des réalités industrielles, parce que dans la reproduction industrielle, il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de complications. Le réservoir du principe actif, leur but, c'est de stocker la dose du médicament nécessaire pour la durée du traitement. Et les qualités requises sont de ne pas modifier l'activité des molécules, parce que pour garder le côté pharmacodynamique, et puis d'être peu encombrant pour le malade. Et au début, on a développé des systèmes de délivrance qui sont encombrants, qu'on n'a pas pu commercialiser. Et puis d'être de technologie simple. La source d'énergie, qui est importante, le but, c'est de permettre la libération du principe actif. Et il peut être de nature physico-chimique, c'est-à-dire basé sur la diffusion passive. Et c'est de là qu'on avait créé les Diffusion Control System. Et puis, il peut être aussi basé sur l'osmose. Et c'est là où on a déterminé, on a développé les systèmes osmotiques ou Osmotic Control System. C'est celui qu'on va parler un peu, qu'on va détailler un peu par rapport aux autres. La source d'énergie, elle peut être aussi chimique. C'est surtout par érosion, érosion en profondeur ou érosion en surface. Et il y a eu le développement des systèmes, les bioérodible matrix systems, donc dans la libération par érosion, et au bout d'un certain moment de 2 heures, de 8 heures à 12 heures, le système sera dégradé au niveau gastrique. La source d'énergie, elle peut être aussi mécanique ou électrique. Électrique, par exemple, c'est les power patch, dont le passage transmembranaire peut être fait suite à des impulsions électriques qui vont permettre l'ouverture des pores et la pénétration, surtout des molécules
qui sont aujourd'hui des protéines ou des molécules biologiques qui sont importantes pour certains thérapeutiques. Enfin, le dernier élément, le troisième élément, c'est l'aire de libération. Donc, il permet la libération du principe actif et la taille de l'aire de libération, il dépend de la forme et de l'objectif recherché. L'élément de contrôle, c'est celui qui permet une libération selon un programme prévu à l'avance, c'est-à-dire à l'avance, on sait comment le mécanisme de libération comment il va se faire. Et c'est celui qui détermine la différence essentielle avec les formes conventionnelles. Il faut comprendre qu'un médicament, pour qu'il soit efficace, il doit arriver au niveau plasmatique dans un intervalle thérapeutique. Et une forme immédiate, donc elle donne un pic, une dose au niveau. Pour une forme à libération prolongée, donc ça nous permet de prolonger l'existence des doses médicamenteuses actives dans, cette fenêtre thérapeutique. Mais l'idéal, c'est de pouvoir faire arriver avec une constance le principe actif au niveau plasmatique pendant un certain temps bien déterminé, avec une libération contrôlée. Enfin, les systèmes osmotiques, c'est le système qui a permis réellement un contrôle de la libération. Et quand on a commencé, le premier, c'était celui qui a été développé dans les années 50 avec Rose et Nelson, la pompe osmotique de Rose et Nelson, mais qui n'était pas qui ne pourrait pas être industrielle parce qu'elle est composée de 3 compartiments avec un compartiment à eau et donc le système il est déjà fonctionnel dès sa conception. Et il a été utilisé dans le cadre des études de pharmacodynamie et des études de toxicité chez les rats et souris. Après, il y a eu une série de développements comme la pompe de Eguchi-Leper, Eguchi-Tue, qui a permis de faire les systèmes de délivrance contrôlée sur 1 an, 3 ans et 5 ans pour les systèmes contraceptifs, tels que Norplan. Et enfin, le comprimé osmotique ou Tue Elementary Osmotic Pump. Pompe osmotique élémentaire orale, système OROS. Donc, c'est un comprimé enrobé. La fabrication est simple. On fabrique un comprimé et on fait un enrobage. Ce qui est important, c'est les éléments qu'on rentre dans la formulation. De l'enrobage et les constituants de comprimés. Et par rapport à la définition du système thérapeutique, le réservoir du principe actif, c'est le noyau solide qui joue le rôle particulier de noyau osmotique. Et donc, il peut être constitué du principe actif qui peut avoir un pouvoir osmotique, ou on peut rajouter aussi des agents osmotiques non médicamenteux, tels que le KCl, le NaCl ou le mannitol, mais il y en a d'autres. Et les additifs traditionnels de la compression. La source d'énergie, c'est le noyau osmotique, c'est-à-dire elle est basée sur la pression osmotique. L'élément de contrôle, c'est la membrane d'enrobage, c'est une membrane semi-perméable qui est perméable à l'eau et pas aux autres constituants. Et elle doit être rigide, donc la pression osmotique va faire un appel d'eau, donc l'eau il rentre à travers la membrane, il va dissoudre le principe actif, la pression osmotique va augmenter, et il va pousser la libération de la solution du principe actif. Les 2 éléments importants, c'est la nature et l'épaisseur de la membrane, parce que c'est eux qui vont moduler la libération. L'aire de libération, c'est un micro-orifice au niveau de la membrane, percé au rayon laser, et qui doit être entre 4 micromètres et 2 mm. Ce qui est important, c'est que cet orifice il doit être compris entre 2 valeurs, amine et Amax.
Il doit être inférieur à une grandeur Amax pour éviter un processus de dissolution par pénétration de l'eau à travers l'orifice. Et il doit être supérieur à une grandeur amine pour permettre la sortie des solutions et éviter un développement d'une pression hydrostatique. Donc le principe de fonctionnement, il est très simple, en 3 étapes. Donc il y a pénétration de l'eau, dissolution du principe actif, sortie de la solution saturée par l'orifice en quantité égale à celle que laisse entrer la membrane dans le comprimé. Le principe ici, c'est que on met la quantité nécessaire pour le traitement, pour la libération, et tant que la quantité non dissoute est supérieure sur la quantité dissoute, donc on est à concentration de saturation, donc les concentrations qui sortent sont toujours constantes. Et c'est ça le principe, c'est-à-dire il y a une sortie à concentration constante qui seront absorbées à concentration constante, et c'est ça le contrôle de la libération. Donc schématiquement, après entrée, il y a libération des principes actifs selon une concentration constante. Donc la vitesse d'entrée et de sortie sont constantes si le principe actif non dissous est en excès, ce qui permet d'avoir une cinétique d'ordre 0 et un contrôle de la libération. Et donc pendant un certain temps, on a un plateau qui peut être de 8 heures à 12 heures qui permet un contrôle idéal de la libération. Le Horos avait un problème, c'est qu'il est destiné à des principes actifs qui sont solubles. Pour les principes actifs très solubles ou peu solubles, il ne fonctionnait pas. Et c'est pour ça qu'on a essayé de trouver le comprimé, une autre solution, et on a créé le comprimé Horos push-pull, qui est composé de 2 compartiments. Un compartiment supérieur contenant la substance active et un compartiment inférieur contenant une substance osmotique et l'orifice de libération. Donc l'eau, elle pénètre dans le compartiment osmotique qui est séparé du compartiment du principe actif par une membrane élastique. Quand le volume augmente, il va pousser la solution ou la suspension du principe actif à sortir à travers l'orifice. Et donc, on a réglé le problème de solubilité. Après la difficulté de fabrication des comprimés Horos push-pull, parce qu'il est plus compliqué que le Horos, a poussé les recherches pour développer des comprimés Horos multivésiculaires. C'est-à-dire de garder le même principe, mais de développer des microparticules d'agents osmotiques qu'on va comprimer avec le principe actif et d'autres agents de compression. Et quand le liquide va rentrer, il va permettre le gonflement des microcapsules osmotiques qui vont pousser la solution ou la suspension du principe actif à être libérée par l'orifice. Mais le problème de la voie orale, c'est la limite du transit gastro-intestinal. Et donc, on ne peut prolonger que sur 10 à 12 heures. On parlait avant de 24 heures, mais en réalité, on est limité par 2 heures de temps parce que le transit, il ne peut pas rester longtemps. À certains moments, on doit dormir, donc l'état couché, l'état debout, l'état assis peut influencer le devenir du médicament dans l'organisme. Et c'est pour cela qu'on a essayé de prolonger la libération, mais aussi de prolonger le temps du transit gastro-intestinal, le temps de résidence de système thérapeutique dans l'organisme. Et pour cela, on a développé les GRDDS, c'est-à-dire les Gastric Retentive Drug Delivery System. Et dans les 4 mécanismes de base, c'était soit les systèmes flottants, les systèmes gonflants, les systèmes bioadhésifs ou les systèmes à haute densité. Dans les systèmes à haute densité, à partir d'une certaine densité des comprimés, le comprimé il va se sédimenter dans la partie basale du tube digestif et il ne va pas continuer le transit. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la réaction de l'organisme et ça risque de créer des bioincompatibilités. Donc, ils sont Après, on a développé les systèmes flottants,
c'est-à-dire le comprimé qui va être léger, une densité inférieure au suc gastrique, et donc qui va flotter au niveau, et comme ça, il ne va pas être éliminé. Mais on a oublié qu'on ne va pas rester debout tout le temps. On est obligé de dormir à un moment ou à un autre, et en fonction de la position, le système peut être éjecté. Et c'est pour cela qu'on a essayé de trouver d'autres solutions. Et parmi les solutions, on avait les systèmes agissant par modification de la taille, soit les systèmes par expansion ou par swelling, par gonflement. Comme les hydrogels superporeux, donc par gonflement, par exemple des HPMC qui pouvaient gonfler en fonction de jusqu'à 1000 fois la taille de départ. Et donc, ça permet de développer des comprimés qui ont une taille normale qu'on pourra avaler, mais qui vont gonfler au niveau gastrique, de telle manière à ce qu'ils ne vont pas sortir du tube digestif. Et ils vont séjourner lentement. Des systèmes dépliables. L'idée est de prendre un système qu'on peut déplier, qu'on peut plier et mettre dans une gélule. Et dans le système dépliable, on a différentes formes qu'il suffit de plier et de mettre dans une gélule, et ça crée un système à libération. Une fois dans le système gastrique, la gélule est dissoute et le système sera déplié, il va rester longtemps, il ne va pas sortir. Le système magnétique. Mais là, c'est plus compliqué. Parce que, imaginez-vous que pour un système magnétique, ça veut dire que vous êtes obligé de garder un aimant quelque part pour garder votre système à un certain niveau, et c'est pas évident. Et enfin, une piste de recherche qui est toujours en voie, c'est les systèmes bioadhésifs. Comme on crée un système, une fois dans le système gastrique ou mucosal, le système il va coller à la muqueuse et il va permettre de libérer d'une façon continue le principe actif. Il y a beaucoup de travaux sur l'insuline avec des systèmes bioadhésifs qui n'ont pas encore vu le jour pour des raisons de lobby ou de régler le problème d'absorption. Le deuxième, une fois qu'on a réglé le problème de la modulation de l'absorption, c'est la modulation de la distribution. C'est-à-dire, une fois dans l'organisme, comment faire arriver la substance à la cible. Et donc, c'est de cibler de façon plus spécifique vers des sites d'action. Et là, il y a eu beaucoup de développement par des vecteurs microparticulaires, des liposons vecteurs nanoparticulaires et des anticorps monoclonaux ou des immunotoxines. Le ciblage ou dressage des médicaments, le principe, c'est qu'un médicament, il ne vaut que par sa capacité à atteindre sa cible, c'est-à-dire à être présent à la bonne concentration au bon endroit. C'est le principe de la vectorisation. Et donc, on a le principe actif seul. Il a différentes propriétés, physico-chimiques, taille. Et donc, il a une distribution c'est son destin, qu'on ne peut pas changer. Une fois dans l'organisme, il va suivre son destin. L'idée est d'associer au principe actif un véhicule, le vecteur, qu'on peut moduler les propriétés physico-chimiques telles que la taille, la stabilité, le cytotropisme, et donc qu'il aura une distribution différente, favorable à ce qu'on cherche. Donc, on doit travailler sur les propriétés du vecteur pour pouvoir cibler le site d'action. Voilà deux slides que j'ai tirés d'une conférence de Ilyas Fattal qui a été présentée en France, mais comme ils m'ont plu, donc je les ai volés pour vous expliquer un peu le système de la vectorisation. Donc, le problème des systèmes colloïdales, c'est qu'une fois dans l'organisme, ils vont être captés par les opsonines. Donc, il y aura opsonisation. Et donc, une fois qu'ils sont opsonisés, ils seront reconnus par les macrophages. Et donc, ils seront directement
dirigé vers le système réticulo-endothélial, qui est le foie, la rate. Et donc, si la région ciblée, ça sera le foie ou la rate ou le système réticulo-endothélial, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y aura un ciblage passif. Mais si l'action thérapeutique est ailleurs, on doit essayer de trouver une solution à cela. Et c'est pour ça qu'on a créé les vecteurs furtifs. Donc on a décoré, puisqu'ils étaient liposolubles, qu'on a décoré, on les a rendus hydrosolubles pour qu'ils puissent être furtifs aux opsonines. Et donc ils ne seront pas reconnus par les opsonines et ils vont rester longtemps dans le torrent circulatoire. Ils vont circuler et à un certain moment, ils vont arriver dans les sites inflammatoires ou tumoraux dont ces zones sont caractérisées par un relâchement des membranes. Et donc, il y a des pores de passage plus lâches et il y aura une accumulation passive de ces vecteurs qui peuvent peut-être libérer le principe actif dans la tumeur ou dans le système inflammatoire. Et c'est de là qu'on a, parce que c'est pas aussi simple, ça c'est théoriquement, c'est pour ça qu'on commençait à parler de la réalité du nanorêve. Le médicament de demain est intelligent. On lui demandera de délivrer la substance active au site voulu. C'est ce qu'on a essayé de développer, un médicament missile. Ce qui fait croire qu'un médicament ne peut être administré qu'aux cellules cibles. En développant un nanorobot ou nanobot qui doit avoir un système radar pour détecter où les cellules cibles existent sans interférence avec les autres. De l'énergie pour nager contre le flux qui est visqueux et qui est plein de cellules en circulation ou de fluide corporel. Et enfin, pénétrer librement les tissus tumoraux pour accéder aux cellules cancéreuses cibles. Enfin, c'est ça le projet américain qu'on espère copier nous un jour. Mais selon Ehrlich, le succès en science nécessite les 4 G. Geduld, Geschick, Glad et Geld. La patience, et nous en général on n'est pas patient. L'intelligence, ça on l'a, ça va. Il y a beaucoup d'intelligence chez nous. La chance, et l'argent. C'est le moteur, enfin, c'est le nerf de la guerre. C'est le moteur de la machine. Pour dire que déjà aux États-Unis, dans le New York Times, Mr. Nixon, vous pouvez guérir le cancer. C'est-à-dire ce que déclare, c'est-à-dire le président américain a déclaré la guerre contre le cancer en 1969. Et en 1971, il y avait la signature du National Cancer Act par Nixon. Donc, déclaration de la guerre contre le cancer. De 1971 à 2009, il y a eu dépenses de plus de 105 milliards de dollars pour le cancer. En 2000, il y a eu la création de le NNI, National Nanotechnology Initiative. Et d'ailleurs, c'est en 2004 qu'on commence à parler de
la nanotechnologie. Pendant on a commencé à enseigner en 93 à la fac d'Alger les vecteurs de médicaments. Mais politiquement, on a commencé de parler de la nanotechnologie aux États-Unis, c'est-à-dire du terme nanotechnologie, parce qu'on parlait avant des systèmes colloïdaux, en 2004. C'est comme si tout a démarré en 2004. Et même les Européens, ils ont suivi de la même manière. Décembre 2016, parce que il y a les 105 milliards ont terminé, ils n'ont pas trouvé beaucoup de choses, ils ont fait une rallonge de 21st Century Cure Act. Et ils ont injecté encore 1,8 milliard de dollars de financement sur 7 ans pour le cancer Moonshot, pour faire le nanobot. Enfin, il faut comprendre que sur les 30 à 50 ans, il n'y a pas eu beaucoup de médicaments, de nanomédicaments commercialisés pour le cancer. Il n'y avait que quelques médicaments qui ont été commercialisés, vu les dépenses qui ont été faites, hein, si on compare par rapport aux dépenses. Et c'est vrai que le développement, il est toujours par rapport à il est fait par rapport à la taille. Pour un dispositif médical, on a besoin de 100 millions de dollars. Pour un médicament, pour développer un médicament, on a besoin de 500 millions à 1 milliard de dollars. Et donc le coût moyen du développement du médicament, il varie de 650 de millions de dollars jusqu'à 2 milliards de dollars. Ce qui est compliqué pour les petits laboratoires, c'est-à-dire que ça peut concerner que les grands labos qui détiennent les grands marchés. Et puis le schéma de développement, il est vraiment il est lent. Et on entre les différentes phases de drug discovery qui nous étalent même sur 30-40 ans, et le drug development c'est des plateaux qu'on doit suivre pour arriver au développement du médicament. Donc la première, c'est le R in R&D, et la deuxième, c'est le D in R&D. La deuxième, D in R&D, j'ai tiré ce schéma de LIM 2022, vous pouvez le télécharger, le document complet, et donc qui montre un peu le schéma de développement du médicament depuis la recherche préclinique, clinique, jusqu'à la mise sur le marché, et c'est déjà, pour cela, c'est 10 à 12 ans. Pour la recherche, ça peut prendre plus longtemps. Et donc, pour arriver à des conclusions, pour dire que l'évolution des sciences aboutit au développement de la présentation du médicament. Mais tout se base sur les développements biopharmaceutiques, sur la physico-chimie et la biologie, donc il faut les sciences, et enfin sur la technologie. Les trois mots-clés, c'est l'invention, l'innovation et l'imitation. Et ce sont la base des développements. Inventer, c'est une chose. Innover, c'est autre chose. Et imiter, ça peut rester toujours dans l'innovation et le développement. Et par exemple, si on voit, en 64, on a commencé à travailler sur les liposomes, les bengosomes, et en même temps, on a découvert l'ordinateur. Et le premier ordinateur, il coûtait plus de 500 000 $ avec un mégaoctet. 30 ans après, en 2021, on a créé un micro-ordinateur qui a 60 000 de plus de mémoire, avec un prix qui est réduit par rapport au prix initial. Mais pour les liposomes, on a fait, sur les 30 à 50 ans, on a fait sur le marché que quelques médicaments à base de système de liposome PEGELE. Donc l'orientation de la recherche, elle doit s'orienter ou passer de la recherche des connaissances sur papier, parce qu'on fait de la recherche pour publier, pour se faire connaître, à la recherche des connaissances de la vie. C'est-à-dire qu'on doit orienter sur des choses pragmatiques
Comment développer des médicaments, faire du développement de la recherche pour les médicaments qui vont arriver sur le terrain. Et je vous remercie pour votre attention.